Merci. Donc, je suis ravie que tout le monde me regarde à ce moment-là. Je pense que pour cette patiente, c'est assez clair qu'on va pouvoir bénéficier d'un dosage assez rapidement de peptides natriurétiques. Donc, il y en a deux vraiment répandus en pratique courante, le BNP et le NT-proBNP. Qui sont disponibles, en fait, ça dépend un petit peu des laboratoires. Alors, on a longtemps dit qu'en ambulatoire, il valait mieux avoir du NT-proBNP, mais on fait quand même assez attention aux préanalytiques, donc à la conservation de ces marqueurs. En fait, ce sont deux parties d'une même protéine, d'un précurseur protéique, avec le BNP qui est la fraction active, et puis le NT-proBNP qui est une fraction inactive. Mais en termes de valeur, ils ont tous les deux une valeur importante. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas donner exactement les mêmes résultats. On ne peut pas passer de l'un à l'autre quand on suit un patient et qu'on veut avoir une vision un petit peu plus pronostique finalement. Les valeurs normales sont pas les mêmes. Les valeurs normales ne sont pas les mêmes. Les valeurs normales des deux ne sont pas les mêmes. On a des petits facteurs qui vont, enfin des comorbidités qui vont pouvoir modifier finalement ces valeurs normales. Donc dans ces facteurs, cette patiente, elle en a. Alors normalement, sa créatinine, elle a l'air à peu près normale. Donc on peut penser qu'on n'aura pas d'impact. En fait, c'est des peptides qui augmentent quand on a une insuffisance rénale. Par contre, elle a un surpoids et ça a été montré que en fait, l'IMC jouait sur la concentration de ces peptides en le baissant. Donc l'insuffisance rénale le montrait. L'obésité, par contre, aurait tendance à la baisser. C'est vrai pour le BNP et pour le NT-proBNP. Alors, ce qui est important, je pense, c'est bien de regarder les valeurs du laboratoire. Et puis, surtout pour cette patiente, c'est de se dire qu'on va faire un suivi en pér-op, en post-op, pour voir si ça bouge. Parce que là, on n'est pas dans la situation vraiment de faire un diagnostic d'insuffisance cardiaque. Ce sont des marqueurs qui finalement sont libérés dans la circulation quand le cœur se distend et qu'il a du mal finalement à répondre. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand on n'a pas de problème cardiaque, on n'a pas de raison à ce qu'il s'élève. C'est pas, il est un peu élevé, on se dit, bon, c'est peut-être pas très grave, il n'est pas au-dessus de seuil très élevé. C'est vraiment de se dire, c'est pas normal. Alors, c'est pas forcément grave, mais c'est quelque chose qu'il faudra suivre et sur lequel il faut porter son attention. Donc je pense qu'il y a un consensus vraiment pour nous cinq pour dire que là, on voit la dame le vendredi après-midi. Toi, tu la vois lundi pour faire les examens cardio la veille de l'intervention. Mais il y a un consensus pour dire peut-être que vendredi, avant qu'elle ne rentre chez elle, on va faire un dosage. Et donc tu le redis, si ces dosages, quels que soient les caractéristiques de cette patiente, obèse, insuffisance rénale, s'ils sortent des valeurs normales, c'est une alarme. C'est une alarme. Toi, tu vas en avoir besoin. Tu n'interpréteras pas nécessairement les résultats de l'écho de la même manière. Si, par exemple, donc on est vendredi, je dose les peptides natriurétiques et ils sont 2 fois plus hauts que la valeur la plus haute de la normale. Lundi, tu vas avoir ce résultat-là. Comment, toi, par rapport à l'écho que tu vas faire, comment ça va changer ton interprétation ? Là, on va être vraiment dans l'évaluation encore plus fine, on va être encore plus attentif à la volémie du patient. Donc, on va pouvoir regarder la veine cave inférieure, mais également les pressions de remplissage du ventricule gauche. Et c'est typiquement la patiente en fibrillation atriale, 110 par minute, qui aura très volontiers une oreillette un peu dilatée, qui va avoir des pressions gauche élevées. Et donc, moi, ça va tout de suite me permettre de derrière proposer une déplétion par furosémide, pas forcément importante. Sur les FEVG préservés, ça se joue à pas grand-chose, mais les patients, ça les optimise énormément. Déjà sur le plan symptomatique, ils se décrivent très vite mieux. Et puis en vue de l'intervention, je pense que c'est un détail, mais un détail qui est important, parce qu'on amène vraiment le patient à la chirurgie en euvolémie la plus optimisée possible. Donc on reviendra à Alice tout à l'heure. En tout cas, Alice, je pense que tu seras contente d'avoir un paramètre de base qui te permettra peut-être en salle de réveil ou après en étage de chirurgie
de pouvoir de regarder les variations. Ah, tout à fait. Là, ça va être extrêmement utile, effectivement, d'avoir une patiente évaluée déjà récemment, donc moins de 6 mois, et une patiente optimisée sur le plan cardiaque et notamment de la volémie. Moi, ça va changer complètement ma stratégie, notamment pour le remplissage vasculaire. Je vais être rassurée si je sais qu'elle est optimisée sur le plan médical, notamment de la volémie, et j'aurai entre guillemets un peu plus de marge pour la remplir si jamais elle présente une hypotension péropératoire. Donc c'est vraiment un gros plus pour moi, et je vais également m'aider bien sûr de la valeur de NT-proBNP, et encore plus en post-opératoire. Peut-être que François aussi en dira un mot après, mais ça sera extrêmement utile d'avoir une valeur de base, oui. Alors super, je profite pour vraiment redire à nos spectateurs, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Je reviens vers toi, Catel. Ça y est, on est convaincu. Tu as gentiment, tu nous as envoyé la valeur de NT-proBNP. Elle est 2 fois plus élevée. Et donc, comme on l'a entendu, ça va beaucoup nous aider. Mais nos collègues anesthésistes réanimateurs, comme ils vont faire ce prélèvement en consultation et qu'on va t'envoyer, il y a une liste et tu sais qu'on adore cocher. Alors, oui. Vous, ça vous agace, je suis sûr. Mais bon, alors là, on a coché NT-proBNP et tout d'un coup, on a un doute parce qu'on voit troponine, on voit plein d'autres choses. Alors, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu conseilles qu'on s'arrête au BNP, NT-proBNP, ou bien que notre stylo dérape et qu'on continue à faire plein d'autres choses, entre autres la troponine? Est-ce que troponine, ça a du sens ou ça n'a pas de sens dans ce contexte-là? Dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on ne va pas la recommander. On n'est pas du tout dans cette phase aiguë de diagnostic. Elle n'a pas de douleur particulière. On risque chez une patiente qui a ce profil d'avoir des valeurs un tout petit peu élevées qui ne vont pas nous aider beaucoup à la suivre. Donc c'est vrai qu'en première intention, dans ce contexte-là, il vaut mieux être plus raisonnable, plus minimaliste et se dire on va faire les peptides natriurétiques. Il y a des études qui montrent des effets pronostiques, mais c'est vrai que là, ça va plus être un facteur de confusion a priori en dehors d'une douleur aiguë qu'autre chose. Et puis après, il y a plein de variabilités dans les troponines qui vont rajouter encore des facteurs de confusion. Donc, on va être raisonnable et on va demander moins de marqueurs. Bon, alors Catel nous pousse à la raison. Donc, consensus sur le peptide natriurétique, BNP ou NT-proBNP, mais en tout cas, pas de troponine. Alors, Théo, est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis sûr que tu es d'accord. Mais surtout, j'aimerais bien, lundi, là, quand tu vas avoir la patiente, est-ce que dans l'imagerie, tu vas t'arrêter à l'écho ou est-ce que éventuellement des éléments vont te pousser peut-être à aller dans une imagerie encore plus sophistiquée? Et pourquoi? Parce qu'on a besoin, nous, anesthésistes de réanimateurs, de savoir, toi, dans ta tête, avec les dernières recommandations, avec ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour nous donner le maximum d'éléments et pour surtout rassurer Alice que la stratégie qu'elle va mettre en place est la bonne stratégie? Ouais, c'est une question importante, Alexandre, et même on peut même aller un peu au-delà, on y reviendra peut-être après, mais c'est important de l'évoquer maintenant, de la chirurgie. C'est que je pense qu'on a un vrai rôle aussi de santé publique, la consultation d'anès, de cardio qui est derrière, et que si c'est l'occasion chez cette dame qui n'a pas vu de cardio depuis 3 ans, qui n'est peut-être pas forcément suivie de façon si régulière que ça, ce qui est l'essentiel de nos patients, peut-être d'identifier une pathologie qui, après l'intervention, pourra être prise en charge. Notamment, il y a un élément important qu'on peut mentionner, c'est le diagnostic d'amylose cardiaque. L'amylose cardiaque, une maladie qu'on disait rare il y a encore une dizaine d'années, et on sait que sur les populations notamment âgées, l'amylose à transthyrétine est de plus en plus fréquente. On est autour de 10 à 15% chez les patients de plus de 65-70 ans. C'est énorme. Et moi, très récemment, à la Riboisière, on m'adresse un patient pour une prothèse totale de hanche, consultation d'anest, et un monsieur hypertendu, et il avait des troubles de la repolarisation, onde T négative de V1 V6. Et on lui a fait l'échographie cardiaque. Et ce qu'on fait dans des situations maintenant systématiquement, Alexandre, d'hypertrophie ventriculaire gauche à l'écho, c'est ce qu'on appelle du strain du ventricule gauche. Qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est simple comme tout. On analyse la déformabilité du muscle cardiaque. C'est un peu plus sensible que simplement la FEVG. Et il y a une atteinte un peu particulière du strain entre l'apex et la base qui est évocateur d'amylose. On peut juste retenir ça, c'est qu'on a un outil qui nous prend 1 minute montre en main en plus à faire à l'échographie et qui peut nous lever un drapeau rouge et dire attention amylose. Et ce patient-là, c'était le cas. Et donc, on est allé ensuite à l'IRM cardiaque. Alors, ce n'est pas
tous les patients du quotidien, bien sûr. Mais pourquoi je trouve ça important de le mentionner? Parce que ça nous a permis de poser un diagnostic d'amylose cardiaque chez ce patient. En refaisant le match, il y avait des éléments extracardiaques qui collaient bien. Et aujourd'hui, ce qu'il faut que vous sachiez, collègues anesthésistes, c'est qu'on a un traitement de l'amylose à transthyrétine. Voilà, Théo, redis-nous ça, parce que nous, on n'a pas nécessairement cette information. C'est quand même une nouveauté Absolument. de ces dernières années. Il y a des traitements. Alors, quel traitement et pour qui? Alors, de façon très simple, c'est depuis 2019, c'est dans l'amylose à transthyrétine, donc la plus fréquente. Il y a 2 types d'amylose, AL liée plutôt à un cancer myélome. Je parle de la transthyrétine, qu'elle soit liée à l'âge génétique. Je vous ai dit plus de 10 à 15% de nos patients âgés. C'est quelque chose de fréquent. Et donc, il y a un médicament, le tafamidis, qui réduit la mortalité toute cause, la réhospitalisation pour insuffisance cardiaque et la mortalité cardiovasculaire à 24 mois de plus de 30%. Et nous, pour le prescrire régulièrement aux patients, c'est une amélioration à 2-3 mois qui est majeure sur le plan symptomatique. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense que c'est possiblement, au-delà qu'il y ait une bonne intervention et une anesthésie parfaite par Alice, c'est l'opportunité peut-être d'améliorer la survie du patient derrière et de faire un diagnostic. Donc n'hésitez pas. Je pense que quand il y a des petits drapeaux rouges qui se lèvent, l'évaluation cardiologique peut permettre d'aller plus loin. Bon, écoutez, on a appris plein de choses.